Bonjour à tous et merci d'être parmi nous. Donc, troisième série de webinaires après les webinaires qui étaient plus crypto et business comme les mercredis de la crypto ou blockchain et IA. Là, on va être sur un sujet, je dirais, pour moi, qui est très important, qui va nous montrer que la blockchain, c'est pas que de la spéculation, que c'est pas que de la crypto, c'est aussi des applications, des usages qui à terme nous apporteront du positif à tous, à nous et à nos descendants. Voilà. Donc, je te laisse la parole, Alexandra. Oui, merci beaucoup à tous pour votre intérêt, pour être ici. C'est encourageant de savoir qu'il y a des gens intéressés sur ce sujet. Du coup, on va parler de la finance régénérative ou régénératrice, aussi appelée. Ça, c'est un sujet qui n'est pas si ancien. Ça a commencé en 2017, 15, 17, en relation avec la blockchain, même si les notions de régénération sont un peu plus anciennes. Mais bon, on va démarrer pour des petits contextes. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une finance régénérative? Qu'est-ce que nous amène ici? C'est parce qu'il y a des choses dans le monde qui ne sont pas bien équilibrées, évidemment. Mais on va voir d'abord le programme pour que vous voyez qu'est-ce qu'on vous a préparé pour ce jour. On va voir pourquoi une finance régénérative, c'est quoi le besoin de ça, en quoi elle est différente à l'autre finance que c'est la finance traditionnelle ou business as usual, les différentes formes de capital, les biens publics, tout ça sont des bases de notions un peu théoriques sur l'économie, juste superficiellement pour être bien en contexte. On va voir l'intégration de valeurs dans les systèmes technologiques, ce qui nous permet de faire la blockchain, les outils et mécanismes Web3 utilisés pour la ReFi, les exemples concrets d'initiatives de ReFi. Vous allez voir qu'il y a beaucoup, on va mentionner juste quelques-uns, mais ça, c'est vraiment inspirant et ça va vous faire rever tout ce qu'on peut faire. Le financement quadratique, c'est un cas d'usage très intéressant. Vous allez voir pourquoi, c'est la multiplication de l'argent comme programme de magie. C'est pas magique, mais on va bien expliquer ça. L'écosystème du ReFi, du global au local, que se passe dans le monde maintenant, et qu'est-ce qui vient après de ce webinaire. Du coup, pourquoi on est intéressé pour la régénération? C'est parce qu'on est, tout le monde le sait, peut-être dans une situation concrète de limite planétaire. Du coup, ici, je voudrais vous faire participer un petit peu, si vous pouvez, s'il vous plaît, partager dans le chat, si vous avez déjà entendu parler des limites planétaires et ou de la théorie du donut, juste pour savoir le niveau de connaissance de ces concepts au-delà des gens qui travaillent déjà avec l'écologie. Donc, s'il vous plaît, écrivez oui ou non si vous connaissez ce concept. Les limites planétaires, il y a 9. Ce sont les conditions de la planète qui nous permettent d'avoir un équilibre stable par les ressources naturelles. Par exemple, il y a quelques-uns qui ont déjà été franchis. Par exemple, les changements climatiques, en effet, la perte de la biodiversité, on est aussi au niveau critique, la perte de terre pour conversion, pour la déforestation, et les cycles de nitrogène et de phosphorus dans l'eau et dans la terre. Il y a des sols pollués, il y a la mer qui est polluée, du coup, il y a ces limites planétaires qui ont déjà été franchies. Il y a des autres qu'on ne connaît pas exactement, comme comme acidification de l'océan, la pollution chimique, les réserves d'eau douce disponibles pour nous, la pollution de l'air et la couche d'ozone. Donc, celles-là sont plus ou moins en équilibre maintenant. On n'est pas trop hors de limite. Du coup, cette théorie des limites planétaires a été intégrée dans la théorie du donut, que le donut, c'est partie verte au milieu des limites planétaires, que part d'un socle social, ici, celles-ci que sont les besoins fondamentaux pour que les personnes aient tous les éléments essentiels pour sa vie.
de l'eau, la nourriture, la santé, l'éducation, le travail, la paix, la justice, la équité sociale, des logements, des réseaux, l'énergie, tout ça. Et aussi, on voit qu'on est dans des différentes étapes en chacune de ces besoins sociaux. Il y a des pires, par exemple, ça dépend aussi des régions du monde, bien sûr. Il y a quelques-uns qui ont assez d'eau, mais il y a d'autres qui n'ont pas. Euh, pour la politique, pour la paix, la justice sociale, il y a aussi des crises différenciées géographiquement. Et du coup, c'est parti ici, les donuts, c'est où on voulait être. Que toutes les personnes ont ce qu'ils ont besoin pour sa vie et sans qu'on dépasse les limites planétaires. C'est oui, le sweet spot. Du coup, pour... Voilà, donc, voilà, oui. Alexandra, ben, je réagis. Donc, j'ai l'impression que dans la salle, déjà, on a Cassim qui nous dit qu'elle connaissait pas ces théories. Et, je pense que les autres ne sont pas exprimés parce que c'est vrai que c'est des théories qui sont très peu. Enfin, on en parle beaucoup, mais c'est pas très connu. Mhm. OK. Bon, je vous invite, si Voilà. vous êtes C'est curieux, important de les rappeler. al plus de la, oui, de Donut Economics. C'est très intéressant. C'est un livre publié par Kate Radworth. Et vous allez comprendre plus, plus comme ça et aussi comment est-ce qu'on peut imaginer l'économie au XXIe siècle pour vraiment rester dans ces milieux safe. Du coup, après ça, on va passer à l'évolution de la finance. Si on est arrivé à ce point d'épuisement des ressources naturelles ou d'épuisement de population, d'injustice sociale, c'est parce que le système économique traditionnel, c'est un système extractif. On pense que les ressources sont infinies, on retire, on fait des retirs, des retirs, des retirs, mais à la fin, on ne peut pas faire des retirs infinis si on ne fait pas de dépôts non plus. Du coup, ce modèle extractif, on voit l'épuisement des ressources naturelles avec le temps. Et c'est ça qu'on essaie de changer. Maintenant, la finance durable, ce que dit, c'est maintenir la disponibilité de ressources pour les générations qui suivent. Mais si on continue la même disponibilité qu'il y a maintenant, c'est pas assez parce qu'on est déjà dans une situation critique. Du coup, rester dans la finance durable avec ce qu'on a maintenant, c'est pas suffisant. Ce que la finance régénérative propose, c'est d'incrémenter les ressources disponibles. Et on va voir dans la prochaine diapo quel type de ressources on parle. Mais avant, je voudrais aussi voir la résilience, que c'est déjà aussi nécessaire. C'est-à-dire que le système est capable de se rétablir après avoir été déstabilisé. Si on a un choc, un impact, si on arrive à revenir à l'état où comme on était avant, c'est déjà bien parce que parfois on n'arrive même pas. Du coup, ces trois durables, régénératifs et résilients peuvent entrer dans la finance régénérative. L'idéal, ça serait incrémenter les ressources, mais ce n'est pas toujours évident. Mais l'extractif, c'est ça qu'on essaye de changer maintenant. Voilà. Et on voit qu'on est une époque assez complexe où, je dirais, dans certains pays du monde, on est en train de remettre en question justement ces sujets-là. Mhm. Mais voilà, ça reste une réalité. Je pense qu'on, même si on n'est pas tous concernés, on en a conscience et que chacun à son niveau peut intervenir. Et c'est très intéressant justement de voir des initiatives comme ça et de voir que les nouvelles technologies comme la blockchain peuvent s'intégrer et contribuer à cette prise de conscience et à des actions qui permettent d'essayer de rectifier un peu le tir. Mhm. Oui, exactement. Et on parle de mettre en question le système de valeurs qu'on a, qu'est-ce qu'on valorise. Parce que maintenant, on est habitué à que si on peut acheter quelque chose ou si protéger un écosystème, c'est pas profitable, on ne peut pas le faire. Mais après, on voit qu'il y a des valeurs plus au-delà de la finance. Et ce sont ces huit formes de capital dont on va parler maintenant. Du coup, le social, ce sont des choses qu'on voit dans nos vies tous les jours, mais peut-être on ne valorise pas. C'est complexe
les mettre en comparaison à la monnaie. Du coup, le social, ce sont des connexions. On sait tout le monde que si on a des connexions, on est plus riche. Il y a même cette phrase, peut-être vous avez entendu parler, Your network is your net worth. Du coup, plus de connexions on a, c'est mieux, mais pas juste des connexions superficielles. Il faut vraiment que ce soit de vraies relations, qu'on a une influence avec ces personnes, qu'on arrive à faire des choses ensemble. Le capital matériel aussi, c'est aussi un peu évident, c'est le matériel, l'infrastructure, les ressources naturelles, qu'on perd aussi quand on les détruit, parce que c'est plus profitable de détruire en forêt, on les perd, ou, ou les ressources minérales aussi. Du coup, bon, là, on a les outils, les bâtiments, l'infrastructure. Les financières, c'est le plus évident, c'est les devises et aussi tout ce qui se dérive de la finance, les instruments, les titres financiers. Dans les vivants, il y a soit la partie naturelle comme le carbone, l'azote, l'eau, et comme se complexifie tout en s'intégrant dans les écosystèmes. Les sols, c'est le support pour les plantes, mais c'est aussi des minéraux, il y a des microbes et tout ça. C'est ça qui régule en fait les services écosystémiques dont on a besoin, la purification de l'air, la purification de l'eau, la production de nourriture, la pollinisation, tout ça, c'est le vivant et sans ça, on crève. Parce que nous-mêmes, on est des vivants. Après, l'intellectuel, les idées, les savoirs, c'est des choses qu'on apprend. Et c'est pour ça que l'éducation c'est importante aussi. On investit beaucoup sur notre éducation et c'est pour savoir des choses. Et plus, au-delà que juste de le savoir, c'est être capable de l'utiliser. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces connaissances qu'on a? C'est aussi la propriété intellectuelle. Et ça, c'est aussi valable. Et ça se peut transformer aussi en capital financier après. L'expérience, les choses qu'on a vécues, les actions qu'on a, si on reste toujours à la maison sans rien faire, c'est pas la même richesse que si on vit de plusieurs expériences qui enrichissent notre vie. Si sont partagées, tout, du coup, ça nous rend plus sages, ça nous donne une perspective plus simple de la vie. Le spirituel aussi, c'est une chose qui manque beaucoup dans le monde maintenant. C'est une cause que les gens ne trouvent pas de sens à la vie et que parfois on se lance dans la consommation excessive parce qu'on ne se trouve pas dans nous-mêmes ou en connexion avec les autres ou en connexion avec une chose supérieure, n'importe comment est-ce qu'on veut l'appeler, mais se sentir vraiment connecté à la vie. Et finalement, le capital culturel, ce sont des choses qui nous identifient comme une partie d'un pays, d'une culture, la nourriture, les chansons, l'art, tout ça. Et en plus, les connaissances qu'on a de cette communauté. Parce que si on connaît bien une communauté, on sera meilleur positionné pour faire des business. Par exemple, dans une communauté, si on ne comprend pas qu'est-ce que les Français achètent, on ne peut pas pouvoir vendre à ces personnes. Si on va à un autre pays et on ne comprend pas sa culture, on ne peut pas rien faire. Du coup, c'est important ça, avoir un capital culturel pour pouvoir s'intégrer. Après, on passe à les biens communs. Et les biens communs, c'est un sujet aussi que c'est la cause Alejandra, de... je me permets de réagir. Oui, Si tu reviens sur le bien slide d'avant, parce que c'est un peu l'idée du sûr. webinaire, c'est de pouvoir interagir. Mhm. Donc, c'est 8 formes de capital. Donc, ça a été défini dans quel cadre? Pardon? Ça a été défini dans quel cadre, ces 8 formes de capital? De la finance régénérative, en fait. Ok, Je crois, je risque de sûr, mais je crois que c'était John Fullerton qui l'a proposé en 2015. ok. L'économie Oui, régénérative. si vous m'entendez, je me permets Ouais, de... salut Loïc. Bonjour, bonjour Bienvenue. à tous. Donc Ouais. Loïc, effectivement, hein, c'est un des pères fondateurs de la finance régénérative et c'est dans les définitions, c'est sourcé scientifiquement. En effet, on considère que dans le fonctionnement écosystémique de l'économie régénérative, on a 8 formes de capital. Alors après, Ouais. voilà, elles sont discutées, mais elles sont là. Elles ont été posées comme ça. C'est le cadre, c'est un petit peu le cadre dans lequel on utilise le mot capital et notamment capital naturel, par exemple, actif du capital naturel. Je vous le montrerai un petit peu en parlant de la solution de nature tout à l'heure.
Voilà, moi qui découvre justement c'est la ReFi, bon, je suis en phase quasiment avec toutes, sauf peut-être avec la partie spirituelle, Mhm. que je trouve, bon, après c'est... Ouais, c'est pas évident. Après, c'est très personnel la partie spirituelle, comme est-ce qu'on Voilà, approche de tout à fait. chacun. Après Ouais. les sept autres, je pense, on est tous obligés d'y être, Là, d'y adhérer d'une manière ou d'une Mhm. autre. le Oui, découpement, si tu veux, il est celui du fondateur de la finance générative. On peut le regrouper dans le capital culturel. En fait, en réalité, Mhm. là, dans le capital intellectuel, expérience spirituelle, on peut toutes les regrouper, à mon sens, dans le capital culturel. Mhm. Euh, voilà. Et le capital matériel et financier, on pourrait les regrouper dans un capital économique. Et on aurait, en gros, on aurait quatre grandes catégories: le capital économique, le capital social, le capital culturel et le capital, on peut dire, vivant, en effet, qui est le capital naturel, et qui là est très très sourcé par les économistes, par le monde du business et de l'industrie, puisqu'on a à peu près une entreprise sur deux dans le monde qui dépend des actifs de la nature, du capital naturel, notamment le pétrole, les commodities, les marchés financiers internationaux, du blé, des céréales, etc. Tout ce qui nous nourrit, en fait, est lié à la nature. Donc, en fait, c'est hyper important aujourd'hui. La plupart des gros industriels, des gros forums économiques mondiaux, pour ne pas les citer, le World Economic Forum, etc., tout s'intéresse à la nature et à sa régénération, même si ce n'est pas dit comme ça, on passe ça sous tous les concepts de finance durable. Et tous les concepts de finance durable, en réalité, sur la blockchain, on retombe sur l'utilisation des technologies blockchain pour faire de la finance qui régénère les actifs du capital naturel. Mhm. Voilà, c'est un support. La blockchain est un support, d'où la ReFi, en réalité, qui est de la DeFi, finance décentralisée, mais mhm, appliquée à la régénération de la nature. Voilà. Donc on peut exacto. résumer capital social, bah, c'est tout ce qui est effectivement les réseaux d'influence, le capital social qu'on a tous entre nous. On a tous un réseau de personnes à contacter pour faire du business ou s'impliquer dans la sauvegarde de la nature, la restauration de la nature, au-delà de la finance durable. Le capital économique, on comprend tous à peu près ce que c'est. Capital financier, économique, rapport à l'argent, aux aspects économiques de la vie, c'est-à-dire la production des biens et services. Et le capital culturel, on comprend aussi tout ce que c'est. C'est notre éducation, nos diplômes, tout ce que l'on a en termes de culture. Tout Voilà. à fait. Donc c'est C'est effectivement c'est intéressant de simplifier, de réduire effectivement ces formes de capital. Ok. C'est de là qu'on derive aussi les biens communs, que ce sont des choses qu'on utilise, qu'on dépend tous nous, et que ça s'appelle public, exactement, à cause de, parce que ce sont À la partagés et majorité, sont pas, effectivement, c'est le bien ils sont commun. pas Voilà, exclusifs. ça, Oui, c'est ce que tu donc écris dans dans les ce biens communs, slide-là. on Voilà. a les Mm. connaissances, l'information, la télévision publique, le journalisme. On a aussi le contrôle des inondations, l'infrastructure, soit physique, comme l'éclairage public, les chemins, les autoroutes, mais aussi l'infrastructure digitale numérique, que c'est open source, comme la blockchain, par exemple, ou l'Internet, ou beaucoup de choses qu'on utilise. Et le capital naturel aussi. L'air pur, la régulation du climat, la pollinisation, tout ça, du coup, on les utilise tout, on les prend comme acquis. Personne ne veut payer parce qu'on les utilise tout, donc on pense à pourquoi je vais payer moi s'il y a mon voisin qui l'utilise aussi. Et même un exemple très controversial, c'est la immunité collective aussi qu'on a vécu pendant la pandémie, si on disait il faut qu'il y ait une quantité minimum de personnes immunisées pour que la pandémie ça se propage plus. Du coup, ce sont des choses qui entrent dans la collectivité, dans le collectif.
dans la coordination, et c'est justement la coordination, un des problèmes que nous a mené à ce point-là, qu'on ne se coordonne pas, qu'on est en compétition, pas en collaboration. Et c'est une des choses que la RFI adresse directement avec les mécanismes qu'on va voir plus tard. Aussi, quand on parle de bien commun, on peut parler bien sûr de la tragédie des communs. Et peut-être, Lloyd, tu veux expliquer un peu Oui, 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 tout à fait. Je peux me permettre de préciser parce que le mot tragédie, si tu veux, en français, Alejandra, on a tous compris que tu avais un vocable, un joli vocable du côté du Mexique et des pays C'est une traduction. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en français, la tragédie des communs. Ce que tu entends par tragédie, on a commons. préparé un petit peu la conf. Effectivement, c'est le déclin, si tu veux, le déclin de ce qui est appelé les biens communs. Et la nature fait partie d'un bien commun parce que ce n'est pas un bien public, parce qu'elle est à la fois, elle permet des accès privés, une utilisation privée. On est tous propriétaires d'un terrain, par exemple, les agriculteurs sont propriétaires de leur terrain et ils ont un accès privé à ce terrain qui est un terrain naturel de la nature pour produire des produits agricoles, etc. Donc c'est à la fois privé et c'est commun parce que ça a des caractéristiques du public dans le sens où ça bénéficie à l'ensemble de la planète. Il faut tout ce que l'on mange. Le béton, par exemple, l'industrie de la construction utilise tous les jours des biens communs qui sont ceux de la nature. Tout ce qui rentre dans la fabrication du béton, les métaux viennent de la terre et des terres rares. Les terres rares notamment, aujourd'hui, en termes pour les voitures électriques, les terres rares doivent être considérées aujourd'hui, en tout cas c'est le paradigme de la finance régénérative, de gérer les terres rares comme un bien commun. Parce que si un seul de nous ou une grande multinationale accapare tout le lithium de la planète, ben, on comprend bien que ça pose un problème. Parce que cette entreprise multinationale va avoir un monopole sur toute l'industrie et la chaîne de valeur des voitures électriques, et notamment des batteries au lithium. Donc on a un problème si un seul acteur considère que le lithium est un bien privé. Ça ne fonctionne pas. En fait, on ne peut pas produire des biens et services comme des batteries et on ne pourrait pas produire les voitures électriques parce qu'il n'y aurait tout simplement plus de marché, plus de concurrence, plus de prix établis par des concurrences, etc. Alors là, je vous parle en termes d'économistes. Mais la beauté d'un bien commun et ce qu'appelle la tragédie Alejandra, des biens communs, c'est qu'on ne les gère pas comme tels. Et c'est ça qui pose problème. Ou on en fait des biens publics, l'eau, etc., on la considère comme un bien public, alors que c'est faux. On ne peut pas non plus la considérer comme un bien public parce qu'elle n'appartient pas à tout le monde, dans le sens où un fleuve, des fleuves, etc., passent par différents pays, il y a des frontières, ce n'est pas les mêmes législations, donc on ne peut pas gérer l'eau non plus comme un bien commun, donc tout ça, comme un bien public, pardon. Donc il faut faire la différence et il faut que vraiment on se serre les coudes et qu'on fasse tous, chacun de notre côté, tout ce que l'on peut pour commencer à adopter des méthodes de gestion de ces biens comme des biens communs. Ça veut dire qu'il y a des règles strictes et encore une fois, la blockchain avec les DAO peut permettre de gérer ces biens-là comme des biens communs de manière très, très efficace. C'est-à-dire que c'est le sens de la gestion d'un bien commun dans une DAO. On utilise des smart contracts qui sont des contrats juridiques informatisés et qui s'exécutent lorsque les conditions de ce contrat sont réunies et sont remplies. Ça veut dire qu'il n'y a plus de conflit d'intérêts, etc. On ne peut pas dire « Ah non, mais moi, je veux plus d'eau que toi parce que j'ai fait ceci ou cela ». Des choses qui sont subjectives. Donc, en réalité, ça ne marche pas. Il faut gérer ces biens-là de manière très stricte et en même temps très opérationnelle et très positive. C'est de la gestion positive pour forcer les comportements malveillants à ne pas pouvoir agir. Et au contraire, renforcer la bonne foi et le bon sens. Donc, les DAO, la blockchain, permettent une gouvernance participative avec des consensus et des smart contracts qui s'exécutent quand toutes les conditions
définie dès le départ par tous les acteurs et les parties prenantes. Stakeholder, hein, c'est une terminologie très utilisée par des grands groupes d'influence, etc. Bon, ici, on ne fait pas d'idéologie, mais on parle vraiment d'organisation de bon sens et des trucs efficaces qui fonctionnent pour restaurer la nature. Voilà. Oui, c'est ça. Et les Ouais, DAO, grâce merci au Loïc. smart contract et l'exécution automatique, permettent d'éviter Loïc. les conflits d'intérêts, les positionnements prédateurs, etc. Voilà. C'est pour ça que les DAO et la blockchain sont efficaces pour faire de Ouais, la finance régénérative. ouais, là dans ce diapo, on va revenir à tout à l'heure. Oui, parce que tu as commencé déjà à parler des smart contracts, de la gouvernance, donc c'est C'est ça, vrai, la excuse-moi, je tokenisation. suis allé un Ouais. peu vite. Ouais. Ouais, on va revenir aussi sur ce sujet parce que Et ton schéma est c'est parti sympa, c'est parlant. c'est ça qu'il faut expliquer. Ouais. Oui, c'est justement ça. On a des exemples concrets de comment est-ce que les organisations déjà utilisent ou implémentent ces valeurs dans ces programmes, dans ces blockchains, dans ce monde de fonctionnement. Ici, on a quelques exemples. Du coup, aussi, je vous encourage à écrire dans le chat si vous connaissez quelques-uns d'ici ou pas. Par exemple, Celo, c'est un blockchain et c'est un token aussi. Et avec ses transaction fees, avec ses gas fees, il donne une partie pour financer des biens publics. Du coup, oui, c'est un don. Il fonctionne et- et ils sont partis de rondes de financement Gitcoin, qu'on va parler aussi. Du coup, c'est dans son modèle, s'écrit dans ce smart contract, dans ces règles d'usage qu'ils vont faire ça. Aussi, Glodollar. Glodollar, c'est aussi un stablecoin. On peut stacker, on peut faire des stacking, mais les rendements sont donnés à des communautés qui ont besoin. Ils ont déjà un système je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais le Universal Basic Income pour des populations en Afrique, que c'est grâce aux intérêts de stacking. On a aussi un autre projet que c'est Atlantis, par exemple, il publie des missions concrètes pour les gens, pour participer et pour recevoir des rewards, des récompenses. Par exemple, planter des arbres, faire une pépinière, organiser un système de compostage. Du coup, si on veut participer, on s'inscrit, on fait des photos de ce qu'on a fait. Après, c'est un concours et les meilleures propositions gagnent de l'argent. C'est de la vraie argent. Le vrai argent, ils payent avec Arbitrium, c'est notre blockchain aussi. On a ce projet local, entre guillemets, c'est un projet français, Coinwood. Je voulais le mettre ici, même s'ils sont en étape initiale pour le moment, mais il faut bien parler avec de eux parce que c'est un projet français de Julien Fournier. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez aussi chercher sur Google. Du coup, son modèle, c'est que pour chaque transaction, il donne une partie pour la plantation des arbres. Du coup, ça, c'est aussi régénératif. Si c'est écrit dans son white paper et si c'est déjà codé par smart contract ou des choses que le font automatiquement, c'est ça qui permet la régénération de la nature grâce à la utilisation des mécanismes financiers normaux, bon, technologiques. En plus, on a Giveth et Gitcoin, que ce sont des projets qu'on aime tous beaucoup parce qu'ils permettent le financement quadratique, qu'on va expliquer avec plus de détails euh, plus après. Les finances participatives, donc, ils permettent de financer des projets de restauration écologique ou des projets d'impact social ou même des projets de développement de subtil blockchain aussi. Donc, ils permettent de financer le développement d'infrastructures Web3 que sean bien común aussi, parce que c'est open source, donc personne ne veut le payer, c'est un problème qu'on le génère, mais on se bénéficie tous de ça, parce qu'une fois qu'un projet, une infrastructure Web3 est open source, on peut tout l'utiliser et on peut construire au-dessus et on peut construire ensemble des choses de plus en plus compliquées grâce au travail qui est mis en open source. Du coup, ils permettent de financer ça, que autrement ce ne serait pas possible parce que ce n'est pas profitable. Du coup, c'est très important le travail qu'ils font. Il y a un autre exemple, c'est Climadao, plus concrètement dans le marché carbone. Ils s'achètent beaucoup de crédits carbone pour les rendre écarts, ouais, pour qu'il n'y ait pas une grande réserve. Du coup, ça fait monter le prix des crédits carbone. Du coup, c'est mieux pour stimuler la réduction des émissions. Et un autre outil, par exemple, Colaberry, ça aide
au projet startups ou dans les stages, dans l'étape temporale, précoce, à faire la distribution des revenus ou des ressources qu'ils ont. Parce que parfois, on ne sait pas qu'est-ce qu'a fait chacun. Pendant un projet c'est très jeune, on fait tous de tout un peu et après, c'est difficile de savoir combien il faut payer à chacun. Du coup, collaborer permet de faire ça de façon participative grâce à une évaluation qu'on fait toute l'équipe, évalue toute l'équipe, chaque membre. Donc, c'est un outil de collaboration aussi pour se mettre d'accord. Donc, ce Donc, sont des Alejandra, exemples très concrets. Il y en a intéressant, je me permets de t'interrompre. Donc, très intéressant ce que tu as dit et sur les projets que tu présentes, où, en disant la plupart étaient open source. Mais je tiens à rappeler quand même que la blockchain, c'est sa genèse, c'est d'être open source dès le départ. Et on peut dire que la blockchain en tant que telle, le Bitcoin et les autres blockchains qui ont suivi, sont ReFi dès le début. Au moins dans une composante, c'est de participer au bien commun, de permettre à tous d'utiliser la technologie facilement et voilà, de pouvoir se l'approprier avec un minimum d'efforts, enfin, plus facilement que des technologies propriétaires. Et on voit on voit que dans les autres webinaires qu'on anime, notamment autour de la crypto, et on voit que en quelques années, la blockchain a réussi à s'imposer comme un actif, notamment le Bitcoin. Hein. Mais enfin, ce qui est important de dire, c'est que c'est dans une logique de bien commun et de trouver des alternatives à des systèmes propriétaires. Et donc d'être dans une démarche positive. Voilà, je me permets de... Oui, oui, oui. Et de continuer à développer chaque fois des choses plus complexes des applications. Voilà, donc ça a du sens, effectivement, que la ReFi, dans sa globalité, s'approprie et utilise la blockchain. Ouais, c'est ça. Du coup, plus concrètement, on va réviser un peu les mécanismes. On ne va pas entrer dans les détails de tout, on les laissera peut-être pour un prochain webinaire. Pour la tokenisation, c'est très clair, on les connaît peut-être tous en cours, c'est la transformación des actifs réels en actifs numériques. Loïc va nous expliquer plus adelante de son projet de tokenisation des actifs naturels. On a les smart contracts aussi, qu'on connaît très bien, c'est l'automatisation des accords. Par exemple, un exemple concret d'un smart contract dans la ReFi, ça serait une assurance pour les agriculteurs. Si un agriculteur signe une assurance avec un smart contract pour la sécheresse ou pour la gelée ou pour quelques conditions météorologiques qui détruisent ses cultures, à travers un oracle comme Chainlink, si on voit que les conditions météorologiques de, je sais pas, 2 semaines sans pluie se sont accomplies, le financement va directement à l'agriculteur pour qu'il puisse faire les actions nécessaires pour agir vite, sans la paperasse, sans toute la bureaucratie qu'il faut faire, c'est automatique grâce à ce mécanisme. Pour mesurer l'impact, c'est aussi très important pour savoir qu'est-ce qu'on finance, qu'est-ce qu'on soutient la vraie évolution des projets qu'on a. Donc, par exemple, il y a Sylvie Protocol, on peut prendre une photo d'un arbre et après le monitorer chaque fois avec une position GPS. Et on peut avoir des revenus aussi pour faire ça, pour planter des arbres, pour faire pour le maintenir, pour faire le monitorage et pour donner ces informations au réseau. Parce qu'après, toutes ces informations de toutes les arbres qui sont enregistrées par tout le monde servent à faire un peu de recherche, servent à faire des autres choses. Donc, Sylvie Protocol fait aussi des récompenses pour les gens qui enregistrent des arbres. Il y a KarmaGap, qui c'est un outil pour enregistrer les compromis que les projets ont quand ils reçoivent un financement à travers de Gitcoin ou Giveth. Du coup, les projets s'enregistrent à KarmaGap et on peut tracer vraiment qu'est-ce qu'ils ont fait avec les financements qu'ils ont reçus. Après, pour la gouvernance, c'est un sujet très, très grand. Loïc a déjà commencé à parler un peu, mais je pense que ça serait mieux de le laisser pour une prochaine fois. Et le financement participatif, je vais expliquer avec plus de détails, mais après, c'est participation de Loïc qui va nous expliquer la tokenisation et son projet moteur.
Voilà. Oui. Merci. Vous m'entendez toujours? On t'entend. Très Très bien. bien. Très, très bien. Du coup, je vais partager ce document. Tu vas, tu vas partager l'écran aussi? Il faut que je... Et quand fenêtre ou onglet? Alors, je vais choisir. Je vais partager cet onglet. Ah, ok. On va voir. Donc, tu vas nous présenter un projet concret de Refi dans lequel tu es impliqué, Loïc, si je comprends bien. On a perdu Loïc. Mm, C'est les joies du direct. ok. Bon, sinon, on peut continuer et après, on revient avec lui. Ouais. Bah, Du limite, je te coup, propose de repartager ton document, Alexandra. On Ah oui, continue. désolé. Le Ouais. temps qu'ils reviennent et Ah, que. elle est là. Oui, du coup, oui, pour parler de financement participatif, les, les types de financement participatif plus parlé maintenant, c'est le financement quadratique, qui consiste, c'est plus facile à expliquer avec un tableau. Du coup, c'est un rond de financement que s'utilise en Gitcoin et Giveth, par exemple. Et disons qu'on a trois projets différents ou trois scénarios. Le financement quadratique, c'est participatif parce qu'il dépend c'est du crowdfunding. Du coup, il faut que des donateurs individuels participent et donnent de l'argent. Et ça va être matché avec un pool en réserve que c'est organisé par les gestionnaires de ce rond de financement, Giveth ou Gitcoin. Du coup, ici, on parle de financement participatif. Si on a deux contributeurs qui ont donné 500 euros, bien sûr, le total, c'est 1000. Oups. Voilà. Même si on a 5 contributeurs qui donnent 200, on a aussi 1000. Et si on a 20 contributeurs qui donnent 50 euros, on a aussi 1000. Mais ici, ce qui est plus important, c'est le nombre de contributeurs. Parce que si on a la même quantité et on a un différent nombre de contributeurs, le montant de contrepartie qu'on va avoir de ce matching pool, ce n'est pas le même. On voit que ces mécanismes de financement quadratique bénéficient plutôt aux projets qui ont plus de contributeurs. Je, C'est je suis un de son nouveau très grand. revenu. Oui, ok. Vas-y, partage, Loïc. Mais On a super. meublé pendant que tu étais parti. Enfin, on a meublé, Ouais. hein. On était rentré dans une Merci, session de merci. mathématiques, comme disait Mathilde, pour essayer de vulgariser Oui, on pourrait entrer dans les maths l'exercice si vous voulez, mais, participatif. mais, On y reviendra. Alors, oui, si on a le temps, Toi, parce qu'on toi, va justement, arriver Loïc, si je comprends bien, tu vas nous présenter un projet qui est sur ce schéma-là, hein, tout à fait. à être positif et aller chercher des contributeurs. Est-ce que vous voyez Oui, mon oui, on doc? voit très bien ton doc nature. Super. Allez, c'est parti. C'est bien Donc vert. voilà, tout simplement, le projet Nature, donc c'est l'acronyme de tokenisation des actifs naturels pour une économie régénérative unifiée. D'accord? Je vous épargne mon accent anglais. En gros, il s'agit de construire la prochaine génération de tokens qui seront des tokens régénératifs et de pallier aux problèmes d'aujourd'hui qui sont le manque de sécurité, de vitesse et de facilité d'utilisation des produits de la blockchain, notamment des tokens. D'accord? Voilà. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup, hein, Oui, je me permets on voit oui. beaucoup ces derniers mois, on a vu beaucoup ces derniers mois des mêmes coins. Pareil, mon Memcoins, accent anglais, exact. voilà, et et on a Trump qui en a lancé aussi, hein, qui viennent lever des milliards, des millions et des milliards pour pas grand-chose. Donc c'est bien d'avoir des projets justement qui viennent eux lever aussi de l'argent
pour du bien commun et de l'impact positif. Tout à fait. C'est vraiment l'objectif de ce projet. L'objectif de ce projet, alors c'est un projet qui est issu d'une recherche en lien avec le CNRS et des industriels. C'est un vrai projet de partenariat science-industrie, d'accord? Le titre académique, je vous le laisse lire parce que c'est long et c'est un peu pompeux. Et l'origine du titre français industriel, la partie industrie du partenariat, c'est vraiment la finance durable sur la blockchain, comme je le disais. Donc, on passe à une finance régénérative qui va au-delà des préceptes de la finance durable. Et on vient tokeniser, donc tout ce qui est la tokenisation des actifs du monde réel. Ok, tout le monde connaît ou a entendu parler maintenant. C'est un marché qui est immense. Des gens, des grandes institutions s'y mettent et s'y mettent depuis plusieurs années maintenant. Elles chiffrent ce marché à 16 000 milliards et plus pour les plus ambitieux. Et par exemple, BlackRock tokenise aujourd'hui des actifs financiers traditionnels, des fonds. On peut tokeniser aujourd'hui les actions d'une entreprise pour qu'elle lève des fonds sans être diluée et sans être inscrite sur un marché réglementé, sur une bourse réglementée, par exemple le Nasdaq, etc. etc. Aujourd'hui, n'importe quelle petite entreprise, une PME de quartier, avec les bons outils, les bons conseils, elle peut tokeniser ses actions et mettre ses actions en vente à Madame Michu. Bon, là, le principe est le même. C'est de standardiser quelque part la tokenisation d'un actif du capital naturel qui est un actif du monde réel. Hein. C'est un actif du monde réel qui a des caractéristiques un peu différentes parce qu'il faut le gérer comme un bien commun et pas comme un bien purement privé. Donc la solution de Nature, c'est une solution de bout en bout qui part de la saisie d'un actif du capital naturel, c'est-à-dire toute l'acquisition des données d'un terrain, par exemple, quelles sont ses caractéristiques, sa taille, la hauteur des arbres. Les projets de reforestation, par exemple, pour obtenir des crédits carbone, peuvent être entièrement tokenisés de bout en bout par la solution Nature. Donc, au lieu de faire des mesures approximatives des arbres, aujourd'hui, par exemple, donc le projet Nature évite aussi de faire du greenwashing. D'accord? C'est un anti-greenwashing parce qu'on a la data qui est vérifiée, qui est validée, qui est vraiment sécurisée. Alors qu'aujourd'hui, même dans des très, très gros projets de reforestation, on a des agents locaux qui interviennent, qui vont dans la forêt et qui mesurent les arbres à peu près, le volume, dans un tableau Excel, qui font remonter un petit peu tout ça de manière un peu à la main et qui renvoient ça, ces datas, à des agences de standardisation, des gros standards internationaux comme Gold Standard, Abacus, il y a aussi le célèbre standard Vera, et qui disent, OK, on valide la data, donc le volume d'arbres et leur capacité à capturer du carbone, c'est de temps. Bon, sauf qu'en fait, on n'en sait pas plus, on ne sait pas si la personne sur place a vraiment évalué ou un peu à la louche, à la cuillère. On n'utilise pas aujourd'hui toutes les technologies de drones et de capteurs IoT pour avoir de l'information fiable. Et sans données fiables, on ne peut rien faire. En fait, après, c'est un peu Voilà, je me permets, Loïc, justement, de t'interrompre. Donc, là, tu rentres dans le sujet, c'est que la blockchain, c'est un outil parmi d'autres qui vont permettre de sécuriser, effectivement, de mettre en place de la tokenisation, de la traçabilité, mais ça reste un outil qui, en fonction de qui l'utilise, va être plus ou moins bien employé. Exactement. Qui est derrière Nature? Alors, derrière Nature, c'est un consortium d'entreprises, de start-up et des labos scientifiques. Alors, quand je dis c'est un consortium, je devrais employer le futur. C'est un projet qui démarre actuellement et qui va avoir une visibilité en juin à l'UNOC, à Nice, puisque moi, enfin, on est de la Côte d'Azur. Hein. Je travaille avec pas mal de partenaires parisiens.
et aussi des Niçois de la Côte d'Azur. Et à l'UNOC, on va présenter le projet à la fameuse conférence internationale. Il y aura notre ami Emmanuel Macron, il y aura tout un tas de personnes qui se veulent et qui se disent très, très importantes, de nos dirigeants, et des institutionnels, des grosses institutions financières qui viennent se positionner pour la restauration et et sauvegarde sauvegarde de peut-être dans l'océan. ton slide, parce qu'aujourd'hui, enfin, le blockchain est un outil. Voilà. On l'a vu très bien dans le monde, dans la spéculation aussi, dans la partie crypto. Et comme tous les Euh, outils, tu as raison de le souligner, ça dépend ce que l'on en fait, effectivement. voilà, et qui y a derrière, et ça peut être bien utilisé, ça peut être Tout à fait. pérenne, ça peut être, et en fonction de qui est derrière, il y a des retombées plus ou moins positives à Intéressante. attendre. Voilà. Alors, ce projet, si tu veux, il aura une gouvernance en forme de DAO. Et donc, du coup, et il sera géré comme un bien commun, avec tous les principes des biens communs, c'est-à-dire qu'il y aura des règles strictes et un encouragement à la bonne foi, au bon sens, et un découragement fort au comportement malveillant ou prédateur. Ça veut dire que c'est une gouvernance qui va être autonome et décentralisée, où il va participer des scientifiques, des industriels, en fait toutes les parties prenantes, et surtout les communautés qui seront engagées activement dans la restauration et la régénération des actifs du capital naturel, les gens qui seront sur place. Et grâce à la blockchain, avec des wallets, on peut rémunérer l'ensemble des acteurs qui sont propriétaires. Je vais faire un exemple. Le premier projet pilote de Nature, ça va être sur la reforestation en Inde sur une surface de terrain agricole de 30 000 hectares. Donc c'est énorme. 30 000 hectares, je ne parle pas de mètres carrés, je parle vraiment de 30 000 hectares, et il va être planté sur ces 30 000 hectares qui appartiennent à de multiples propriétaires terriens et agriculteurs. Il va être planté 6,6 millions d'arbres tech. OK ? Ces plantations, un arbre tech, ça met 25 ans à pousser. Dans 25 ans, il va y avoir des revenus, crédit carbone, parce qu'ils vont capter de l'oxygène, etc. Ils vont être revendus, débités, etc. Revendus. Et toutes les personnes qui vont intervenir, il va y avoir de la formation des femmes, puisqu'en Inde, les femmes sont très peu introduites sur le marché du travail, etc. C'est compliqué. Donc, il va y avoir de la formation des femmes qui vont venir intervenir pour suivre l'évolution de ces arbres tech. On va passer d'une agriculture à pesticides à une agriculture sans pesticides. On va former les agriculteurs. Il va y avoir toutes les formations des agriculteurs. Il y a une entreprise privée qui est le maître d'œuvre du projet. Et on va venir utiliser Nature pour tokeniser ces 30 000 hectares et ces 6 millions d'arbres tech. D'accord ? Et on va ouvrir un marché. Donc là, je vais passer à la blockchain. Vous connaissez tous, je pense, des places de marché ou des lanceurs de marché, on appelle ça des launchpads comme Uniswap, par exemple. C'est des exchanges décentralisés où n'importe qui peut ouvrir un marché sur un token. Voilà, il crée un token qui représente une valeur dans la vie réelle qui est numérisée sur ce marché et vient ouvrir un marché sur Uniswap ou PancakeQuake, etc., des launchpads. Donc Nature, c'est une offre de bout en bout qui va créer un marché numérique de ces 30 000 hectares et 6 millions de tech. Et n'importe qui va pouvoir investir en achetant des tokens nature, Natural Asset Token. Il va pouvoir acquérir un morceau, un tout petit morceau de cet actif du capital naturel qui va être ces 30 000 hectares de terres agricoles, les centaines et centaines d'emplois que ça va générer sur les 40 ans d'horizon du projet. Donc, la finance régénérative, c'est aussi réintégrer des temps longs. On n'est pas sur du court-termisme, de la spéculation. J'achète un actif, j'investis dans un actif, je le revends 3 minutes après, une après parce qu'il a fait un bond. On vient contrôler aussi les phénomènes d'attaque de marché qui sont du pump and dump, enfin des techniques qui sont bien connues des traders. Donc là, le marché,
la plateforme Nature empêche ça. D'accord? Comment? Tout simplement en développant cette offre de produits-services qui est 5 produits et services du cycle de vie Nature. Okay, donc, on dit que le cycle Nature est une plateforme de bout en bout parce qu'elle part de l'acquisition des données du terrain. Quand vous voyez là les data I3S, les 3 E, c'est environnemental, écosystémique et économique. D'accord? Toutes les data environnementales, écosystémiques au sens d'un écosystème vivant, du vivant, c'est toutes les interactions entre les êtres vivants et leur environnement extérieur et les éléments et les datas des éléments non vivants, la terre, les roches, le sol, la géologie, etc. etc. C'est les interactions de tout ce petit monde-là, avec les humains aussi. Donc, et c'est pour ça que derrière, le S, c'est la data sociale, c'est-à-dire le nombre d'emplois créés, la formation, l'évolution, tout ça incarne la valorisation du projet, dans mon exemple, de 30 000 hectares avec je ne sais pas combien d'agriculteurs, des employés, des gens formés, une évolution, un passage de l'agriculture intensive à une agriculture raisonnée et dans le sens de la nature, sans pesticides, à la revente de ces 6 millions d'arbres tech qui va représenter une certaine valeur. On peut chiffrer tout bonnement, très simplement pour l'exemple, ce projet à 60 millions d'euros. Donc, on va venir. Alors, DigiTwin, c'est un jumeau numérique. On va faire un jumeau numérique de ces 30 000 hectares et ces 6 millions de tech. Et on va pouvoir se balader avec un casque virtuel, en 3D virtuel, au-dessus des 6 millions de tech, voir leur croissance pendant 25 ans, 40 ans, tous les jours, si on veut. Une fois qu'on a investi, qu'on est propriétaire, qu'on a des nattes de ce projet, eh ben, on peut venir se balader. Il va être virtualisé grâce à son jumeau numérique. Et on va avoir tout un tas de data, comme un pilote de chasse à la manière des data qui lui apparaissent devant les yeux en 3D, les nouveaux écrans des pilotes de chasse. Ben là, on va se balader et on va avoir tout un tas de data et de renseignements tous les jours en temps réel sur la bonne évolution et les personnes, leur formation, les emplois que ça a créé, la richesse, toute la richesse du projet. On va la valoriser. Ensuite, en 3, le cycle de vie, on valorise ce projet, c'est ce que je viens de dire, et on le capitalise, cet actif du capital naturel. Ouais. Loïc, je me permets de prendre la parole pour 2 choses. Oui. Dire qu'on arrive, on est à 13h30, donc on arrive au bout, mais on a commencé en retard, donc on va se permettre de dépasser leur limite. Mais on va dire il nous reste 10 minutes à peu près pour finaliser cette session. Mais l'idée, de toute façon, c'est faire du récurrent. Je vais résumer. Et 2, il y a Mathilde qui pose une question justement, c'est sur le sujet que tu es en train d'aborder. Comment le jumeau numérique est construit visuellement? Est-ce qu'au stade du projet, est-ce qu'il y a déjà des maquettes? Alors, oui. Et c'est important, c'est une bonne question Mathilde, parce qu'aujourd'hui, l'industrie du jumeau numérique est en plein essor, parce que ça permet de visualiser, de concevoir et de faire des scénarios prédictifs. Alors, comment il va être visualisé? C'est très simple, en utilisant justement le premier service, c'est l'acquisition de la data et la fiabilisation de la data. On va implanter des capteurs sur le terrain, sur les 30 000 hectares, donc de l'IoT. Ça va être des capteurs de la qualité de l'air, de la qualité de la terre, des nutriments qu'il va falloir donner, de la qualité des arbres tech. Les arbres tech vont permettre, en poussant, d'arrêter l'érosion des sols, puisque là-bas, les 30 000 hectares, ils sont très érodés. Du coup, il y a l'écoulement des rivières qui se fait mal, la pollution des rivières par les produits et les pesticides. Donc, ce projet est vraiment un projet qui va régénérer autant l'environnement, l'écosystème sur les 30 000 hectares et le social et l'économique, des emplois, la formation des femmes, etc. Et comment on le visualise? Par des capteurs, essentiellement des capteurs IoT. Il existe aujourd'hui, il y a de très très belles technologies, il y a des fabricants français qui sont très bons là-dedans. Et donc, on va implanter tout un tas de capteurs avec des systèmes ensuite d'oracle qui vont venir, avant de récupérer la data brute de ces capteurs, on va les modéliser, on va les agréger, on va les traiter, on va les rendre lisibles, un peu standardisés, et on va les analyser pour les intégrer à la blockchain. Et là, l'intérêt, c'est qu'une fois qu'ils ont passé le filtre de ce qu'on appelle des oracles sur la blockchain,
c'est une technologie qui permet d'envoyer de l'information du monde réel sur la blockchain, en la vérifiant au passage, en temps réel. Voilà. Mais c'est très intéressant, je me permets parce que moi j'avais un peu travaillé sur des sujets autour de tout ce qui était traçabilité de la chaîne Oui, alimentaire via la blockchain. Mais on retrouve le même sujet là, c'est la fiabilité des données. Donc la blockchain, c'est un outil, c'est le fondamental. et c'est comme l'IA, hein, en fonction des données qu'on va y insérer, ben, le résultat va être plus ou moins positif. Donc, et là, on le voit dans ce projet-là, comme tu le dis, c'est les capteurs, c'est la fiabilité des capteurs qui vont être mis en place et la fiabilité des données qui vont être recueillies qui permettront, je dirais, au plus grand nombre de suivre le projet et de donner C'est ça. viabilité. Et de le Euh, visualiser tout simplement, ouais. et avec de la data fiable. C'est-à-dire que les personnes qui seront sur place, sur ces 30 000 hectares, les agriculteurs, toutes les personnes qui vont bosser, sont incitées à faire du bon travail et à bien gérer le bien qui est leur actif du capital naturel, ces hectares, etc., à bien le gérer parce qu'ils vont être rémunérés en NAT token. Et donc, Mm. plus ils s'en occupent, plus ils le bichonnent, plus ils vont s'occuper des capteurs, de la maintenance, ils vont en prendre soin, ils vont prendre soin de tout l'écosystème sur lequel ils agissent tous les jours en allant bosser, eh bien, ils vont être rémunérés de leur travail de bon sens et du bon travail de qualité. Et la blockchain va permettre de gérer la, l'acquisition et la vérification, par exemple, des titres de propriété. Ça paraît tout bête, mais sur 30 000 hectares, si on a 1000 propriétaires de 30 hectares, eh ben, il faut bien qu'ils justifient qu'ils sont vraiment propriétaires, que le terrain n'est pas préempté, ou on peut l'utiliser, on peut le valoriser. Et toute cette data, une fois qu'elle est vérifiée par les acteurs du terrain. Après, ça ne va pas enlever les responsabilités. Par exemple, il y aura un directeur de la data ou de la qualité, les directeurs qualité, comme on en a de partout dans le monde, ça fait partie de la qualité, qui va engager sa responsabilité. Et lorsqu'il va valider, il va dire la data, elle est de qualité, bah, c'est parce qu'il aura fait une vérif humaine. Et après, on va venir enregistrer cette data. Donc, l'Oracle aura validé, au-delà des conflits d'intérêts, puisque l'Oracle, c'est une machine, c'est une IA finalement. Donc, pas de conflit d'intérêts. Donc, elle va revérifier l'humain. Okay, une fois qu'elle a revérifié l'humain, eh bien, on enregistre tout ça dans la blockchain. Et tous les investisseurs qui vont acheter des NAT, ils pourront avoir l'état de leur investissement en direct, en live, en temps réel. Ils pourront le visualiser dans le jumeau numérique. Voilà. Donc, on fait l'acquisition de toute la data, on la traite, on la génère, on la sécurise, on la met sur la blockchain et on parle jumeau numérique. On pourra la visualiser, la modéliser, la visualiser en temps réel. Ensuite, le troisième produit, c'est on valorise, on capitalise, on crée un marché, on donne une valeur à cet actif du capital naturel. Les techniques financières classiques, etc. On valorise tout ce que l'on a. Hein. Parce que le prix de l'hectare en Inde, il est connu. Le prix du tech, il est connu. Les emplois, l'investissement dans les emplois, les retours sur les plus-values, etc., ils seront connus. Donc, on valorise et on dit, voilà, au jour du lancement sur le marché sur Natoxas, Natoxas va permettre de tokeniser, va créer le jeton NAT en le standardisant et en rentrant toute la data vérifiée dans le token. Le token, c'est un contrat informatique. Et ce contrat informatique, il va contenir toutes les informations du projet. Voilà. Et on va en faire un token, un contrat informatique. Ce token informatique, il va être listé sur NatExchange, le dernier produit et service, de manière à on va créer un exchange spécifique aux actifs du capital naturel. Et n'importe qui va pouvoir investir et ensuite échanger ses jetons de nature. Madame Michu veut investir 1 000 euros sur une fraction de ces 60 millions d'euros valorisés de cet actif du capital naturel. Elle veut le revendre 3 ans après parce que les arbres ont bien poussé, tout est bien géré, ça a pris un peu de valeur. Ces 1 000 euros, ils valent 1 200 euros, 1 300 euros. C'est un exemple. Eh bien, si 1 an après, 2 ans après, elle veut le revendre, comme c'est très, très liquide sur ce marché grâce à la blockchain, eh bien, elle va pouvoir le revendre. Elle va trouver un acheteur qui va vouloir rentrer 3 ans après le démarrage du projet. Parce que lui, il espère qu'il va garder 10 ans, il va faire de l'épargne. Et il sait que dans 10 ans, ces 1 300 euros rachetés 3 ans après le début du projet, ils vaudront peut-être 2 000, etc., etc. Voilà.
Voilà le projet Nature. Donc, on utilise la première offre de produit pour capturer l'actif du capital naturel, le jumeau numérique pour le visualiser, le fonds commun. Le fonds commun, c'est un fonds commun de placement et de valorisation et de capitalisation d'un actif du bon commun pour le valoriser. Natoxas, c'est pour tokeniser. Et l'exchange, c'est pour investir et échanger un actif du capital naturel. Ouais. Très Voilà. intéressant, Loïc. Ce que je te propose, c'est de revenir, parce que on a un temps limité, mais Ah, c'est une de revenir série, la on fera prochaine une fois. série de webinaires, ouais. Voilà, donc, et peut-être nous tenir informés de l'avancement du projet et aussi nous montrer qui y a derrière. Je pense que c'est quand même Avec grand plaisir. intéressant de voir qui y a derrière Je vous présenterai comme, l'équipe. voilà, C'est en comme tout projet. constitution, mais en effet. Et, on arrive au bout de ce webinaire. Donc, Alejandra, je te laisse finaliser, peut-être repositionner les derniers slides que tu voulais présenter. Enfin, le dernier slide que tu voulais proposer, présenter, parce que et voir comment on conclut ce webinaire. Mais très Ok. intéressant, je suis d'accord avec Mathilde. Même moi, Vous j'ai appris voyez, beaucoup de ok. choses. Oui, on a de quoi parler en fait. Oui, on n'a pas, on n'avait pas assez de temps. Je voulais vous parler de financement quadratique, mais on pourra faire la prochaine fois. On Et fera aussi des maths la expliquer les prochaine rondes de fois. financement. Pardon? On fera des maths la prochaine fois. On fera les maths la prochaine fois. Aussi, vous parler et vous inviter à participer à la ronde de financement quadratique où Refipaca participe. Mais je vous donnerai de plus d'informations dans le chat parce que c'est une semaine que c'est ouvert. Du coup, ça ferme le mercredi prochain. Et aussi, je voulais vous présenter l'écosystème ReFi à différents niveaux, global, régional, local. On le verra une autre fois. Une initiative RefiPaca que je porte Ah, aussi. voilà, mais Et- Alexandra, partage les éléments sur la discussion. On le partagera aussi via le. On fera un article pour partager les éléments. Donc, effectivement, ce qui est important de dire, c'est que toi, tu es impliqué au niveau Mhm, régional sur mhm, le ReFi. mhm. La blockchain est une composante, mais n'est pas toute la ReFi, hein. Donc, ce qui est important, c'est les actions Ouais. et qui les défend. Ouais, justement, la Euh, conexión entre el nivel global, voilà. la financement que viene pues, de sources Et internationales, bravo et pour comme ton si engagement autour de tout ça, effectivement. les initiatives locales participent. Ouais. Oui, bon, on a décidé pour les prochaines fois, pour les prochaines séances, y a parler plus en détail avec les technologies qui participent, comme tu mentionnes bien, Julien. C'est pas que la blockchain, il y a aussi l'intelligence artificielle, les IoT, des Tout à mécanismes pour fait. le monitoring, reporting, verification. Et le DAO aussi, que vous a mentionné brièvement, mais il y a beaucoup de choses à dire sur le DAO, le Decentralized Autonomous Organization. Et bon, c'était ça. Du coup, oui, on a de Voilà, ben, quoi de toute parler façon, pour la la suite prochaine sur les fois. prochains épisodes, en sachant que ben, le mois de mai, c'est un mois pas si simple que ça en termes d'agenda. On rentre dans les périodes un peu compliquées en termes de pont Mhm, donc on va dans les prochains jours préciser les agendas mhm. des prochains webinaires, notamment Ouais. autour de la crypto, de l'IA, de la ReFi. Mhm. Mais en tout cas, moi, je trouve, enfin, ce sujet ReFi est un sujet super, super intéressant. Ouais. Et pour moi, qui est un usage, on parle beaucoup de blockchain, de crypto, de Bitcoin, de Ethereum, de spéculation. Mhm. Et c'est important quand même de resituer un peu que la blockchain peut avoir aussi des intérêts dans des projets de ce type. Oui, c'est aussi la communauté. La ReFi Et la est communauté, et puis la blockchain, comme je disais tout à l'heure, ça s'est construit autour de l'open source, du bien commun. Ceux qui ont contribué à l'éclosion de ces nouvelles technologies ont voulu changer un peu le monde, hein, changer le monde sur le monde de la finance en disant que ben, il n'y avait pas que les banques et les États Mhm. qui pouvaient gérer les monnaies. Ben, Bitcoin, quelques années après, démontre que ben, oui, il y a des alternatives. Et les acteurs de la finance aujourd'hui se l'approprient.
Et je pense que ces technologies-là on a trop mis en avant l'aspect crypto, spéculation. Je pense qu'il y a vraiment des usages qui sont utiles pour tous. Ouais, Et, pour et changer le des choses système. effectivement, des choses très, très pratiques. On Ouais. peut aujourd'hui faire de la nature un bien commun tout en le finançant, le rendant attractif pour des investisseurs particuliers. Le but, vraiment, de la blockchain et de la ReFi, c'est de permettre à tout un chacun de se faire un petit patrimoine en investissant. ReFi, dans ReFi, il y a finance, on parle d'investissement régénératif, comme les investissements durables, responsables, etc. Donc le but, c'est bien ça, c'est de permettre à tout un chacun de se faire un petit patrimoine et de parier sur un actif naturel qui est un bien commun qu'il faut financer pour sa régénération. Et la blockchain nous permet, avec les outils de jumeaux numériques, etc., de valoriser et de suivre cet actif pour qu'il génère aussi une rentabilité, un retour sur investissement, et qui permette, in fine, la régénération du capital naturel, parce qu'on en a tous besoin et l'humain est intimement lié. On ne peut pas vivre aujourd'hui sans manger. En tout cas, moi, je ne me vois pas manger des pilules. Ouais, j'ai envie de continuer à manger des bons trucs de la nature. Voilà. Voilà, donc par contre, il va falloir être vigilant sur ces projets-là. Et on Sur voit les que acteurs et leur sur gouvernance. les Je suis d'accord acteurs, je avec toi. pense qu'il faut être vigilant. Mais effectivement, je pense que ça a du sens. Et on voit encore l'actualité nous le montre, c'est que c'est important de contribuer, enfin que chacun puisse contribuer autant qu'il le veut sur les sujets les plus importants. Voilà. Et je pense qu'effectivement, la planète, faire en sorte que nos enfants aient un monde meilleur. C'est notre maison. Voilà, je pense que La maison brûle, il faut faire quelque chose. Il faut agir. c'est plus intéressant qu'aller faire la guerre. Ouais, absolument. Ouais. Ça, c'est On est sûr. d'accord. Ouais, c'est revaloriser ce qui est important pour nous. Voilà, donc merci beaucoup Loïc et Alejandra pour ce webinaire. Merci à tous les Merci. participants. Merci à tous pour votre entrée. Merci à toi, Julien. Merci, Alessandra, pour ta présentation, ta belle présentation. Et puis, à très vite pour la suite des prochains Ouais, webinaires. de toute façon, on annonce les plannings, mais prochain webinaire au mois de mai, je pense. Super. Et on a plein de choses à se dire et c'est super intéressant et on pourrait passer des journées entières à se parler. Donc, la suite à venir. C'est pas faux. Ouais. À très Merci vite. beaucoup. Bonne Bonne journée à journée. tous. Bonjour.